Oui. À part exemple, le grand prix, toujours, on le met toujours de côté. Il y a une chose que... Docteur Patrice Bourgeois, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur la chaîne Génération Grégory. Merci de nous recevoir ici à Marseille, à l'hôpital de la Timone, dans le Biogénopole, et plus précisément sur la plateforme de séquençage d'ADN. Nous avons souhaité vous rencontrer afin de mieux comprendre cette science qu'est la génétique et aussi pour vulgariser ce langage auprès de notre public. Vous êtes docteur en biologie moléculaire et cellulaire et enseignant en génétique. Vous avez écrit La génétique pour les nuls. Pouvez-vous nous parler de cet ouvrage et expliquer pourquoi vous avez souhaité vulgariser cette science? Alors c'est rigolo. Bonjour tout d'abord, merci de m'avoir sollicité, surtout je suis très flatté et content. La génétique pour les nuls, c'est une drôle d'histoire en fait, parce que je voulais faire d'autres choses pour élargir un peu mon horizon quand j'étais un peu plus jeune. Et j'avais sollicité des éditeurs un peu au hasard en disant « Bonjour, je m'appelle Patrice Bourgeois, je voudrais participer à des projets d'édition. Si vous avez des projets de vulgarisation, ça m'intéresse beaucoup. » Et en fait, ils m'ont dit « Ah oui, justement, on a un truc qui existe aux États-Unis en anglais et on voudrait savoir si c'est important pour les lecteurs français. Et c'est tout à fait dans votre domaine, ça s'appelle Genetics for Dummies, qui est le titre de la collection en anglais, en américain. Et en fait, j'ai expertisé ce livre, je l'ai trouvé super bien fait. Et j'ai dit, bon, bah, il y a une bonne base, on ne va pas tout refaire. Par contre, il faut l'adapter aux règles et au fonctionnement de la vision française et européenne. Et donc, je vous propose de l'adapter. Et donc, j'ai collaboré avec les éditions First pour faire ce livre, qui était un petit peu frustrant parce que donc c'était dans un cadre hyper contraint où j'étais obligé de respecter le plan de la version américaine et où je suis obligé donc de garder le nom de l'autrice américaine qui a fait la version originale, bien qu'elle n'ait pas du tout participé. Et puis ce qui était un peu frustrant aussi, c'est que c'est beaucoup trop technique à mon avis pour les nuls, parce en fait, on s'aperçoit que cette science, finalement, elle fait peur à tout le monde. Il y a un langage qui devient immédiatement très technique. Et arriver à le rendre accessible, eh ben, c'est très, très, très compliqué. Donc, je suis retombé vite fait de mon piédestal en me rendant compte que, par exemple, mes parents, dès la première page, ils comprenaient plus rien. Je me suis dit, ah ben, ça va pas du tout, c'est pas pour les nuls, c'est pas bien. Donc, j'ai fait une deuxième édition depuis, une édition de poche, qui est beaucoup plus accessible et beaucoup plus simplifiée, entre guillemets. D'accord, merci. Dites-moi, docteur Bourgeois, c'est quoi l'ADN? Vaste question, hein. Alors, l'ADN, c'est le patrimoine génétique d'un individu. Donc, ici, on va essentiellement parler d'ADN humain, puisqu'on est dans un laboratoire de génétique humaine. Et l'ADN humain, c'est une collection de molécules porteuses d'informations qui est au cœur du noyau de chacune de nos cellules. Donc, notre organisme est constitué de cellules. Au cœur de chaque cellule, il y a une collection de molécules qui s'appelle les chromosomes. Donc, il y en a 46 par cellule humaine. Et sur ces 46 chromosomes est enchaînée une longue succession de lettres A, G, C et T qui constituent l'ADN et le patrimoine génétique. Chacune de ces successions de lettres est un gène. Et chaque gène, il y en a à peu près 20 000. Alors, par exemple, on peut dire que l'ADN en totalité, ça représente 3,4 milliards de ces lettres A, G, C ou T, enchaînées l'une à l'autre. Chaque gène est une succession d'un certain nombre de lettres, d'une certaine longueur, qui peut varier énormément d'un gène à l'autre. Et chaque gène va coder un de nos caractères. Par exemple, la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux, la couleur de notre peau. Alors justement, docteur Bourgeois, on a une question. Qu'est-ce qu'une empreinte génétique et en quoi est-elle unique pour chaque individu? Alors en dehors de nos gènes, il y a plein d'ADN qui s'appelle de l'ADN intergénique parce qu'il est entre les gènes, dont on savait pendant longtemps pas trop à quoi il sert.
Et en fait, dans cet ADN, qui est donc à l'extérieur des gènes, qui n'est pas codant pour les caractéristiques génétiques, il y a des bégayements de la séquence d'ADN. Quand on lit l'enchaînement des lettres, par exemple G, A, A, T, T, C, ça c'est une séquence d'ADN. Et à certains moments, il y a des zones où il y a des bégayements. C'est CG, 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 CG. Ça, ces répétitions qui sont réparties un peu partout sur notre patrimoine génétique, sur les 46 chromosomes, c'est ce qui est la base de l'empreinte génétique. Par exemple, vous, sur le chromosome 21, à un endroit particulier, vous aurez CG, CG, CG répété 10 fois. Sur l'autre chromosome de la paire 21, vous aurez 9 fois cette répétition. Et moi, je vais peut-être avoir 2 fois 10 répétitions. Ou bien 2 fois 9 répétitions. Ou bien 11 et 8 répétitions à cet endroit. Si on fait ça multiplié par différents autres endroits sur les chromosomes où il y a des répétitions encore différentes, d'autres petits bégayements de la séquence d'ADN, eh bien on va finir par obtenir ce qu'on appelle une empreinte génétique. Aux États-Unis, le système qui s'est généralisé un peu partout dans le monde d'empreinte génétique, il utilise comme ça 13 marqueurs à différents endroits sur les chromosomes et dont on considère que la probabilité que deux individus aient exactement les mêmes est inférieure à 150 milliards de fois. Donc par rapport aux 8 milliards d'individus qu'il y a sur la Terre, vous voyez bien qu'il n'y a aucune ambiguïté. Néanmoins, les États-Unis, depuis 2 ans ou 3 ans, je crois, ils sont passés à un système à 21 marqueurs pour être encore plus sûrs de ce qu'ils obtiennent. Mais en France, je crois qu'on utilise classiquement en première intention le système à 13 marqueurs. À partir de quoi peut-on établir l'empreinte génétique d'un individu? À partir d'un échantillon d'ADN. Donc tout le problème, ça va être de trouver un échantillon d'ADN. Qu'est-ce que c'est un échantillon d'ADN? En fait, c'est de l'ADN qu'on a extrait d'un échantillon biologique. Par exemple, ici, nous recevons des tubes essentiellement de sang. Dans le sang, il y a 2 types de cellules. Les globules rouges, ça ne nous intéresse pas du tout, parce qu'ils ne contiennent pas d'ADN. Et les globules blancs, alors une goutte de sang, ça contient par exemple 80 000 globules blancs. Donc dans ces 80 000 globules blancs, il va y avoir 80 000 patrimoines génétiques. Donc il nous est très facile de séparer les globules blancs des globules rouges, d'extraire l'ADN des globules blancs, et ça, c'est un échantillon d'ADN pour nous. Et quelle est la différence entre un ADN nucléaire et un ADN mitochondrial? C'est une question très intéressante. Pour le moment, tout ce que j'ai raconté, ça ne valait que pour l'ADN nucléaire. L'ADN, les 3,4 milliards de nucléotides, de lettres de l'ADN, les 20 000 gènes, les marqueurs génétiques de l'empreinte génétique, tout ça, c'est sur l'ADN nucléaire. C'est celui qu'on trouve dans le noyau des cellules. À côté de ça, dans nos cellules, il y a plein d'autres petites machines. Et une de ces machines s'appelle la mitochondrie. C'est notre réacteur nucléaire de la cellule, ce qui nous donne l'énergie. Et en fait, dans ces mitochondries, on va trouver une petite molécule d'ADN très particulière parce qu'elle est circulaire. En fait, elle n'a pas d'extrémité. Nos chromosomes, vous voyez comme ça, c'est des formes de Y. Donc, l'ADN des mitochondries, il est circulaire. Et cet ADN, il est très petit, mais chaque mitochondrie comporte plusieurs dizaines de copies de l'ADN mitochondrial. Et on a plusieurs dizaines de mitochondries dans chaque cellule. Donc on parle totalement d'un autre support d'information génétique. Qui est transmis par la mère, l'ADN. Oui, absolument, qui n'est transmis que par la mère, puisque il est issu au moment de la fécondation. On est tous issus d'une fécondation. Alors, une fécondation, c'est la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovocyte, une cellule géante, qui contient plein de mitochondries et de réserves pour le développement de l'embryon. Et le spermatozoïde, quand il veut féconder l'ovocyte, il va ne faire rentrer que son noyau contenant l'ADN nucléaire et il va laisser à l'extérieur toutes ses mitochondries, tout le reste de son matériel cellulaire. Donc en fait, toutes nos mitochondries à nous, elles sont issues de l'ovocyte de notre maman. Que peut-on établir à partir d'un ADN mitochondrial? Alors l'ADN mitochondrial, il ne va pas fonctionner de la même façon, il ne va pas donner d'empreinte génétique. L'ADN mitochondrial, on va être obligé de le séquencer intégralement. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que, donc, comme je vous ai dit, il y a plein de copies de l'ADN mitochondrial dans chaque cellule.
Et la séquence de l'ADN mitochondrial est unique à chaque individu. Donc on est à peu près sûr qu'on a un individu quand on a un ADN mitochondrial. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il est beaucoup plus difficile à travailler, à extraire et à séquencer. Pourquoi ne peut-on pas identifier quelqu'un à partir d'un ADN mitochondrial? Bah, en fait, je viens plus ou moins de répondre à cette question puisque j'ai dit que l'ADN mitochondrial est propre à une personne, mais que c'est un peu plus compliqué de l'identifier. Donc, par exemple, l'ADN mitochondrial, il a été utilisé après les attentats du 11 septembre dans les débris humains, dans les restes humains qui ont été retrouvés dans les décombres des tours jumelles du World Trade Center. Il a été utilisé après que les autres échantillons biologiques contenant de l'ADN nucléaire aient été exploités. Et dans les cas où on ne pouvait pas répondre avec l'ADN nucléaire, on est passé à l'ADN mitochondrial. D'accord. Comment est établi un portrait robot génétique et quelles informations peut-il révéler? Ah, mais je vois ce que vous voulez dire. Vous me parlez de ces fictions, plus ou moins, où à partir d'une séquence d'ADN, on va pouvoir déterminer, dessiner le portrait ou même reconstituer en 3 dimensions le visage de la personne. Bon, en vrai, ça, c'est pas vrai, hein. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. On est capable, dans l'ADN, de déterminer certaines caractéristiques. Par exemple, la couleur de la peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Mais on va jamais pouvoir dire si le nez il est plus ou moins retroussé, si les yeux ils sont plus ou moins bridés. Si un peu les yeux bridés, ça se repère dans l'ADN. Mais il y a plein de caractéristiques qui sont issues de notre développement embryonnaire et de notre interaction avec l'environnement. Et ça, on peut absolument pas le prédire d'une façon quelconque en analysant l'ADN. Donc je pense que c'est un mythe, en fait, d'essayer de reconstituer un visage avec de l'ADN. Laissons ça à la fiction alors. Oui, on peut avoir quelques éléments, mais je pense que ça s'arrête là. D'accord. Qu'est-ce que la recherche en parentèle? La recherche en parentèle, c'est jusqu'à maintenant tout ce qu'on a dit, c'est je cherche à faire un profil génétique, à établir une empreinte génétique pour comparer par exemple une trace sur une scène de crime avec un suspect ou un ADN de victime avec l'ADN d'une autre victime pour voir s'ils sont apparentés. La recherche en parentèle, c'est quand cette recherche ne peut pas aboutir parce qu'on manque de preuves. Et donc, on va essayer d'étendre les prélèvements à d'autres personnes de la famille, soit du côté des victimes, soit du côté des suspects. Par exemple, encore une fois, lors des attentats du World Trade Center, les policiers sont allés dans les familles des victimes, enfin des personnes qui avaient disparu dans les attentats. Elles sont allées récupérer des brosses à dents ou des brosses à cheveux dans l'idée de récupérer de l'ADN de ces victimes. Et puis, si elles ne trouvaient pas d'ADN sur les échantillons de ces personnes, elles demandaient à leurs enfants ou bien à leurs parents. On peut demander aussi aux frères et sœurs, on peut demander éventuellement aux cousins, cousines ou aux ancêtres plus lointains, sachant que on partage, chacun de nos parents plutôt nous a donné 50% de notre ADN. Donc, ma mère m'a donné la moitié de mon patrimoine génétique, mon père m'a donné la moitié de mon patrimoine génétique. Mes frères et sœurs, ils vont avoir un patrimoine génétique différent, mais dont je partage certaines caractéristiques, puisqu'ils sont eux aussi avec 50%, 50 autres pourcents du patrimoine génétique de mon père et 50 autres pourcents du patrimoine génétique de ma mère. Donc, on peut établir des probabilités de concordance de ces marqueurs génétiques. Là, ça devient du domaine des statistiques, en fait, mais on peut établir ça avec des calculs un peu compliqués. C'est le travail de la police scientifique, en fait. D'accord. Quelle est la différence entre un ADN partiel et un ADN complet? Alors moi, je connais que l'ADN complet, qui pour moi, c'est la totalité des molécules d'ADN d'un noyau d'une cellule, d'accord? Donc on a les 3,4 milliards de lettres d'ADN, on peut en faire quelque chose, déterminer toutes les empreintes qu'on veut. Après, l'ADN, dès qu'il est hors d'un environnement vivant, il va commencer à se dégrader. Donc à partir du moment où il se dégrade, on perd de l'information. Si je veux prendre une image, un chromosome, vous voyez donc comme c'est une molécule très grande qui regroupe énormément, plusieurs millions de lettres d'ADN. Dès que la personne est morte ou que l'échantillon biologique est tombé de cette personne, par exemple, je me gratte le nez, je perds des cellules,
ou des poils, eh bien, ces cellules vont commencer à se dégrader. L'ADN qui est à l'intérieur, il va commencer à être découpé en petits morceaux, de plus en plus petits, au fur et à mesure que le temps passe. Si bien qu'à un certain moment, on ne pourra plus faire l'analyse de l'empreinte génétique, puisque les régions où il y a les bégaiements de la séquence d'ADN dont j'ai parlé tout à l'heure vont être coupées en deux, en fait, ou en petits morceaux. On ne peut D'accord. plus analyser. Alors justement, en parlant de l'évolution des techniques de prélèvement d'ADN, quelles sont les techniques pour rechercher puis prélever de l'ADN? Alors, de l'ADN, on peut en trouver partout. Par exemple, vous êtes là devant moi, le siège sur lequel vous êtes assis va probablement contenir de l'ADN parce que vous aurez perdu quelques cellules, peut-être un cheveu qui va tomber, vous avez peut-être postillonné par terre, on va retrouver des postillons. Vous êtes allé aux toilettes tout à l'heure, vous avez utilisé les toilettes. Probablement qu'il y a quelques micro-gouttes d'urine sur le siège des toilettes qui font qu'on pourrait éventuellement prélever de l'ADN là-dessus. En fait, on ne prélève pas de l'ADN. On prélève un échantillon biologique qui contient ou pas de l'ADN en bon état ou dégradé. D'accord. Quelles sont les évolutions dans ces domaines ces dernières années? L'évolution des technologies de génomique, c'est-à-dire de génétique appliquée au génome, à l'ADN humain, est phénoménale. C'était complètement impossible de prédire il y a 15 ans qu'on allait avoir des séquenceurs, par exemple, de cette capacité, qui sont capables de séquencer des milliards et des milliards de lettres d'ADN en quelques heures. Ça, il y a 15 ans, on ne pouvait pas le prédire. Dans 10 ans, je ne sais pas ce qui va se passer. On va encore probablement avoir des sauts technologiques et développer encore considérablement les techniques avec des trucs qui n'existent pas maintenant, que je ne peux pas prédire. Donc, c'est extrêmement difficile de dire ça. Hein. Et par exemple, il y a quelques années, on ne savait pas extraire de l'ADN à partir d'une cellule unique. Ça, maintenant, on sait le faire très bien. Et ça a été développé notamment, par exemple, pour le diagnostic préimplantatoire en médecine. Quand vous faites du diagnostic préimplantatoire, on laisse se développer un embryon in vitro, et puis on va lui prélever, sous un appareil de loupe binoculaire, on va prélever une seule cellule, de manière à conserver l'embryon intègre, ou presque, et on va remettre l'embryon en culture, il va continuer à se développer. Sur la cellule qu'on a prélevée, on va faire un test génétique pour voir si cet embryon a une maladie génétique grave ou pas. Comme ça, on peut sélectionner les embryons qu'on va réimplanter au couple qui a cette maladie, qui est porteur de cette maladie. Alors justement, quelles sont les nouvelles méthodes ayant amélioré la capacité de détection et de prélèvement sur les scènes de crime? Sur les scènes de crime, je ne suis pas spécialiste de la question, bien sûr, mais en fait, donc ce que je vous ai dit à l'instant, par exemple, c'est la détection d'ADN sur une seule cellule. Alors je sais que, par exemple, ce qui se pratique, c'est que si vous collez votre oreille à une porte, vous allez laisser un peu de cérumen, on peut trouver de l'ADN là-dedans. Si vous fumez un mégot de cigarette et que vous laissez tomber le mégot par terre, on peut trouver de l'ADN salivaire sur le mégot. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'ADN, on en laisse partout autour de nous, sur de multiples traces. Déjà, tous les fluides biologiques, la salive, les larmes, le sang, la sueur, le sperme, évidemment, l'urine, tous les fluides biologiques contiennent de l'ADN. On perd des cellules en permanence, on va laisser des traces partout. Là, je laisse des traces ici, qui vont être très faciles à prélever sur cette surface avec un coton-tige, par exemple. Donc, voilà. Est-ce qu'il existe des surfaces et des environnements néfastes à la conservation d'empreintes génétiques? Non, je viens d'utiliser l'exemple de cette surface plane qui est un support idéal puisqu'il n'y a a priori pas de bactéries sur cette surface. Ce qui va dégrader les échantillons biologiques, ça va être la présence de bactéries. Donc, par exemple, c'est sûr que si vous laissez un échantillon biologique dans le sol, là où il y a plein de bactéries, eh bien, cet échantillon va immédiatement commencer à être dégradé. Donc, l'ADN va assez rapidement lui aussi être dégradé. Mais, sur certains autres supports, par exemple, dans les momies égyptiennes, on arrive à séquencer de l'ADN parce qu'elles ont été préservées des bactéries en les desséchant et en les traitant lors du processus de momification. Donc ça, c'est assez fou de se dire que, je ne sais plus combien de temps ça fait, Ramsès II, mais les chercheurs ont analysé la momie de Ramsès II et ils ont pu récupérer des échantillons d'ADN valables.
pour les études. Alors justement, en parlant de ça, comment sont conservés les prélèvements aujourd'hui? Dans un labo par exemple ou ailleurs? Ouais. Alors, il y a deux types de choses, hein. Il y a la façon dont sont conservés les échantillons biologiques, ça je connais pas trop. Mais ici, pour parler de notre laboratoire à l'hôpital, on reçoit essentiellement du sang qu'on prélève aux patients. Ça, par exemple, la durée de vie d'un échantillon de sang, ça va être à peu près 14 jours. C'est ce qu'on a fixé comme délai limite pour pouvoir récupérer de l'ADN dedans. Donc, quand on prélève un échantillon de sang au patient, si on attend, si on le laisse traîner ou s'il arrive, par exemple, d'Australie et qu'il a mis 1 mois à arriver d'Australie, à ce moment-là, on va considérer que l'échantillon d'ADN, que l'échantillon de sang ne permet plus de récupérer de l'ADN de bonne qualité. Une fois qu'on a fait le processus d'extraction d'ADN, qui est la première étape nécessaire à toutes les analyses, une fois qu'on a fait ça, on peut conserver l'ADN virtuellement pour l'éternité. Il suffit de le mettre dans des bonnes conditions. C'est quoi les bonnes conditions pour lui? C'est une solution d'eau très pure avec un tout petit peu de sel dedans. Et une température. Alors bon, on le met au frigo par exemple pendant à peu près 1 an pour avoir le temps de faire les analyses. Et si on veut le conserver à plus longue échéance, on le met à moins 80 degrés dans des congélateurs. Là, je peux le garder des dizaines et des dizaines d'années. Ce qui veut dire par exemple qu'un ADN en contact de l'air, il peut se dégrader par exemple? Alors si on le laisse au contact de l'air, bien sûr, il va se dégrader. C'est pour ça que par exemple les virus, quand tout le monde a eu peur du HIV pendant l'épidémie de sida au début, quand on ne connaissait rien sur ce virus, il a été très rapidement démontré que le virus au contact de l'air, eh ben, il ne peut pas transmettre, alors c'est de l'ARN dans le virus du sida, mais c'est une molécule très semblable à l'ADN, et ça se dégrade en quelques minutes au contact de l'air. D'accord. Pour rester dans les techniques de prélèvement, est-il nécessaire de faire plusieurs prélèvements sur un même support pour y trouver toutes les empreintes ADN? Plusieurs prélèvements sur la même... Alors, c'est une question à plusieurs niveaux de réponse. Ça dépend de ce que vous trouvez. Si sur le support, vous avez trouvé un échantillon biologique de bonne qualité qui vous a permis d'extraire de l'ADN de bonne qualité, vous n'avez pas besoin d'autre chose et qu'il est en intégralité. Par contre, si vous avez, je ne sais pas, là par exemple, admettons que j'ai postillonné ici et avec mon écouvillon, je frotte ici, je ne vais rien retrouver ou seulement une trace partielle de mon échantillon de salive. Il faut que je revienne et que je repasse exactement à l'endroit où j'avais laissé cette micro-goutte de salive pour avoir l'échantillon qui contient l'ADN dedans. Donc en fait, on peut revenir plusieurs fois sur des échantillons, trouver des choses différentes, à différents degrés de conservation et de qualité. La qualité est déterminante dans le prélèvement en fait. Absolument. Et il y a deux qualités. La qualité de l'échantillon, comme le sang, je vous ai dit que nous, on peut le conserver 15 jours maximum, 14. Et à l'intérieur du sang, la qualité de l'ADN qu'il faut préserver à tout prix. N'oubliez pas qu'en fait, l'ADN, c'est une molécule qui contient de l'information. Si je dégrade la molécule d'ADN, je perds de l'information. Donc, pour comparer des échantillons après, ou pour faire un profil génétique, si j'ai un profil dans lequel il me manque des marqueurs, eh ben là, je suis embêté pour conclure, évidemment. Alors justement, dans la conservation de l'ADN, il y a des choses qui sont intéressantes. Est-ce que l'eau, elle endommage une empreinte génétique, par exemple? L'eau, elle ne va pas endommager l'empreinte génétique, mais en fait, l'ADN ne se sent pas très bien dans l'eau. Et puis après, il y a différentes eaux. Moi, l'eau dont je parle, là, c'est de l'eau pure. Si je mets mes molécules d'ADN dans de l'eau pure, où il n'y a rien d'autre que de l'eau, que de la molécule d'eau, il va être un peu tordu, il ne va pas se sentir très à l'aise et petit à petit, il va se ratatiner. Pour qu'il se sente très bien dans sa conformation que tout le monde connaît là en tortillon, il faut qu'il soit dans une solution d'eau avec un tout petit peu de sel. Si maintenant vous me parlez d'eau pour les échantillons biologiques sur des scènes de crime, c'est de l'eau de mare, d'étangs, de flaques d'eau, de lacs ou de rivières, alors là, c'est un milieu vivant. Il y a plein de bactéries, plein de micro-organismes, plein de poissons, plein de grenouilles, je ne sais pas, d'insectes qui vont venir se nourrir de cet échantillon biologique et forcément le dégrader à vitesse grand V. C'est le principe de la dégradation des échantillons.
Et donc justement, en parlant de la dégradation d'échantillons et de différents supports, un cheveu sans bulbe a été retrouvé sur une victime dans un dossier qui nous intéresse. Est-il possible d'identifier quelqu'un à partir de cet élément? Ben non. En fait, l'ADN, il est dans la racine du cheveu, dans le noyau, dans le corps de la cellule qui est accrochée au bulbe du cheveu. Si je me coupe les cheveux et que j'essaie d'extraire de l'ADN, je ne vais pas en trouver. Je vais trouver essentiellement de la kératine. La kératine, c'est une protéine très filamenteuse, très longue, qui est très pénible à extraire et donc ça va considérablement m'ennuyer. Donc non, il n'y a pas... C'est très difficile. J'aime pas dire impossible, hein, parce que je connais pas exactement toutes les subtilités de toutes les techniques, mais pour moi, c'est très difficilement envisageable de récupérer de l'ADN sur un cheveu qui n'a pas de structure cellulaire. Dans l'affaire qui nous intéresse, nous avons constaté que les résultats de comparaison d'ADN sont longs à venir. Parfois plusieurs mois, voire nous, en tout cas public, n'avons pas accès à ces informations avant parfois même plusieurs années. Pourquoi une telle longueur? Alors le délai pour... je reviens encore à mon laboratoire et à ce que je connais très bien, hein. Le délai pour rendre des analyses génétiques où on va séquencer l'intégralité de tous les gènes d'une personne, ça peut monter jusqu'à 1 an ou 2 ans facilement. Et ça ne nous étonne pas du tout. Alors qu'est-ce qui explique ça? Ben déjà, il y a un délai technique incompressible. Les différentes étapes pour arriver à séquencer de l'ADN, ça va être, j'en ai déjà parlé, la première étape essentielle, c'est l'extraction d'ADN, c'est-à-dire j'ai un échantillon biologique qui contient des cellules, d'autres fragments de tissu, des trucs dont on ne sait pas quoi. Moi, je veux récupérer le cœur du noyau de la cellule qui est l'ADN. Donc pour ça, on a des automates qui extraient l'ADN, qui le purifient. Ça prend, allez, disons 24 heures. Ensuite, il faut amplifier, c'est-à-dire photocopier moléculairement les régions qui nous intéressent pour le séquençage. Vous avez 3,4 milliards de lettres d'ADN, c'est un océan, vous vous intéressez à une région précise. Il faut la faire sortir du lot, la photocopier, jusqu'à ce que vous ayez une énorme pile de molécules d'ADN entassées. Ça s'appelle la PCR. Cette technique de PCR, elle va prendre encore, allez, disons, 24 heures. Puis, il va falloir préparer le séquençage. Et ça va prendre à peu près 2 jours. Puis, il va falloir séquencer. Ça prend quelques heures. Puis, il va falloir analyser informatiquement ces séquences. Ça va prendre 2 jours. En fait, on est submergé par la quantité de données de séquences qu'on génère. Là, on en est déjà presque une semaine, voilà. Une semaine au bas mot, ça c'est le temps technique incompressible. Après vient s'ajouter les problèmes techniques, le flux d'échantillons qu'il faut traiter par priorité. Donc, quand il n'y a pas d'urgence, on traite par ordre d'arrivée. Mais s'il y a des urgences, elles deviennent prioritaires, évidemment. Quand, par exemple, on étudie l'ADN de bébé, il faut rendre un résultat plus rapidement parce que les parents peuvent faire éventuellement quelque chose. Il y a des stratégies thérapeutiques à mettre en place avec le médecin, etc. Donc là, on va faire passer les échantillons en priorité. Ils passent devant tout le monde. Donc pour eux, le délai sera de 3 semaines ou 1 mois, par exemple. Et pour les autres patients, il sera reporté d'autant. Donc quelques mois, ça ne m'étonne absolument pas. C'est la norme, en fait. Et ce qui veut dire que si l'ADN, par exemple, est dégradé, ça peut rendre encore la tâche peut-être plus longue. Évidemment, bien sûr, ça fait partie des problèmes techniques. Et après, il faut faire intervenir plusieurs personnes pour calculer les probabilités que ça puisse être relié à tel ou tel échantillon. Enfin, ça devient extrêmement compliqué, hein, très vite. Alors justement, j'aimerais parler du FNEG, du Fichier national automatisé des empreintes génétiques. Qu'est-ce que c'est? Ben, vous venez de le dire. C'est le Fichier national automatisé des empreintes génétiques. C'est donc une collection d'échantillons d'ADN, qui est donc un truc informatique, uniquement un support informatique, dans lequel est collecté au début, quand ça a été créé, je ne me rappelle plus la date, mais c'est pas grave, on peut retrouver ça facilement. Quand ça a été créé, c'était pour, à la suite de l'affaire du tueur en série Guy Georges, pour garder une trace des gens qui avaient été condamnés dans des affaires de crimes sexuels. Et puis petit à petit, ça a été étendu
puis on a pris les personnes qui étaient mises en cause dans des crimes sexuels, puis après, sous Sarkozy, ça a été étendu encore à tous les délits et crimes, même pas forcément d'origine sexuelle. Et du coup, je crois qu'en 2021, si je ne dis pas de bêtises, ou 2022, quand j'ai fait la mise à jour de la génétique pour les nuls, il y avait 3 millions d'échantillons d'ADN stockés dans cette base de données. Pour combien de temps les gens incriminés dans des crimes et délits sont-elles fichés au FNEG? Alors, quand vous faites l'objet d'une enquête pour un délit ou un crime et qu'on vous demande un prélèvement d'ADN, vous n'avez pas le droit de refuser, sinon vous êtes passible d'une amende. Mais si après vous n'êtes pas condamné, vous pouvez demander à être retiré de ce fichier déjà. Mais c'est une démarche active. Sinon, on conserve vos données pendant 25 ans. Si vous avez été condamné, que ce soit pour un crime sexuel ou un délit d'autre nature, à ce moment-là, vos échantillons vont être conservés 40 ans dans ce fichier. Enfin, ce n'est pas l'échantillon, c'est les données génétiques, pardon. Et donc, la question qui se pose, c'est que dans ce fichier automatisé d'empreintes génétiques, qui a accès pour les comparaisons, en fait? Ah ben, certainement pas moi, par exemple. Évidemment, c'est les services de police scientifique, de gendarmerie, j'imagine les juges, ça je ne sais pas vraiment. Et puis, je sais qu'aussi, il y a des collaborations internationales maintenant de plus en plus qui se mettent en place avec Interpol, par exemple, qui a aussi un fichier d'empreintes génétiques. Les ADN partiels trouvés sur les scènes de crime, y sont-ils aussi enregistrés? Eh bien, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Je crois que, alors je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que les échantillons qui ont été collectés peuvent faire l'objet d'une mise en banque informatique, mais je n'en suis vraiment pas sûr en fait. Et donc, dans une perspective plus lointaine, pensez-vous que dans un avenir prochain, les ADN mélangés et dégradés pourront être totalement exploitables? Alors, de mon point de vue, bah ça c'est pareil, en fait, c'est extrêmement compliqué à répondre parce qu'on ne peut pas prédire l'avancée des techniques, mais il faut garder à l'esprit que c'est une molécule informative. Je dégrade la molécule, je perds de l'information. Imaginons que j'ai CAAGCT comme séquence d'ADN. Si au bout de X années j'ai CAA, eh bien, je ne peux jamais deviner GCT derrière. Et ça, quelle que soit l'avancée des techniques, je ne pourrai jamais reconstituer la partie qui s'est dégradée et qui m'a manqué. Donc, de mon point de vue, si un ADN est dégradé à un temps T, on ne pourra pas retrouver d'informations supplémentaires au temps T+1. Quelles seront d'après vous les prochaines évolutions majeures dans le domaine de la génétique? Alors, il y a plusieurs champs d'application hein, dans lesquels les choses bougent vraiment très 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 vite. Déjà, on en apprend de plus en plus sur notre patrimoine génétique, sur les interactions de notre patrimoine génétique avec l'environnement. Un domaine qui se développe énormément, là, c'est tout ce qui s'appelle l'épigénétique. Donc, ce n'est pas vraiment la génétique proprement dite, mais c'est tout ce qui est autour de la génétique. Épi, ça veut dire autour. Pour donner une illustration simple, vous voyez une partition de musique. Par exemple, si je parle de la 5e symphonie de Beethoven, il n'y a qu'une seule partition qui existe, c'est la 5e symphonie de Beethoven. Ça, c'est la génétique, la partition, l'information écrite de cette musique. Après, vous la donnez à un orchestre ou à un autre orchestre, ils vont la jouer de deux façons différentes. Ça, c'est l'interprétation de la partition. L'épigénétique, c'est exactement la même chose. C'est l'interprétation de notre information génétique. Ça, c'est un domaine qui ne date que d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années et qui est en essor phénoménal. On ne connaît pas grand-chose encore, on est vraiment au début de la compréhension. Ensuite, il faut bien voir que la génétique, finalement, c'est une science hyper récente, puisque la découverte de la séquence d'ADN, de la structure de la séquence de la molécule d'ADN, pardon, c'était en 1953 ou 54. Donc ça fait 70 ans qu'on connaît la molécule d'ADN. L'invention de la PCR, de cette photocopieuse moléculaire, c'est 1983. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que le génome humain, le patrimoine génétique humain, il a été entièrement séquencé seulement en 2003. Et donc là, on est il y a 20 ans. Donc 20 ans, c'est très court en fait. Le domaine néanmoins sur lequel il y a énormément d'avancées aussi et qui était très prometteur en médecine, c'est la pharmacogénomique ou la médecine personnalisée. J'aime pas trop ce mot, mais le vrai mot c'est pharmacogénomique. En fait, c'est quoi? C'est je détecte chez une personne un
une séquence d'ADN particulière et j'associe, avec beaucoup de recherches évidemment, j'associe cette séquence d'ADN particulière à une sensibilité particulière à un traitement. Ça se fait beaucoup évidemment dans la lutte contre le cancer. Et à l'heure actuelle, de plus en plus, on séquence l'ADN des gens pour adapter le traitement qu'on va leur donner. Et on sait que dans certains types de cancers, avec un certain type de séquence particulière, de mutation, eh bien, on peut donner une molécule en particulier. Inutile de faire un cocktail de chimiothérapie. Une seule molécule va guérir ce cancer, avec une efficacité redoutable. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la médecine personnalisée, parce que ça adapter le traitement en fonction du patrimoine génétique de la personne. Ça, c'est pareil, pour le moment, on n'a que une poignée d'exemples très précis, mais dans le futur, ça va évidemment, avec notre connaissance, avec la multiplication des séquençages d'ADN, ça va évidemment se multiplier. Merci, docteur Bourgeois, pour cet entretien passionnant. C'est moi qui vous remercie. Je voulais également que l'on remercie l'hôpital de la Timone de nous avoir autorisés à filmer ici. Vous nous avez aussi montré beaucoup de votre matériel dans vos laboratoires. Et pour ça, vraiment, merci de votre accueil. Merci à la direction du Biogénopôle qui m'a autorisé, qui m'a donné l'accès, effectivement. Enfin, qui vous a donné l'accès, puisque moi, je suis autorisé pour le moment. Je voulais aussi dire à notre public qu'on peut retrouver votre ouvrage en librairie, La génétique pour les nuls, dont on donnera le lien dans la description de cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Bon retour. Merci. When you're tired and worn, and you feel like you can't go on, I'll be there to put one foot in front of the other. When you